Le 19 octobre 2023, lors d'un événement pour entrepreneurs à Bangkok, j'ai fait une rencontre qui allait changer ma vie. C'était un entrepreneur que j'admire beaucoup depuis des années. Forcément, on a gardé contact. Quand il a appris que je me rendais dans le sud de la Thaïlande, il m'a directement invité à passer du temps ensemble et surtout, il m'a invité chez lui. Au fil des discussions, j'ai réalisé que sa manière de penser était très différente de la plupart des gens et j'ai découvert cette leçon que je vais vous partager avec vous aujourd'hui. Alors, c'est parti pour le générique. Bienvenue sur Le Tunnel, le podcast pour ceux qui veulent tout quitter pour la liberté. Venez discuter chaque dimanche pour parler business, mindset et philosophie dans la bonne humeur avec un entrepreneur qui vit en Thaïlande. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Tunnel, je suis Tony Rouget du site tonymarketing.fr et aujourd'hui, on va parler des 7 leçons que j'ai tirées en passant une journée avec un multimillionnaire sur une île thaïlandaise. Mais avant de commencer, j'ai créé un document qui résume les meilleures recommandations de cet épisode. Des livres qui vont vous rendre plus intelligent en passant par les meilleurs outils au conseil d'entrepreneuriat. Je vous ai tout mis dans ce document. Pour recevoir ce document gratuitement, cliquez sur le premier lien dans la description, entrez simplement votre adresse email et je vous envoie ça maintenant. Le lien est dans la description et on attaque le vif du sujet. Donc pour parler de ce multimillionnaire, c'est un mec que j'admire énormément depuis longtemps. Et pourtant, il est parti du pied de la montagne puisque ça lui a pris plus de 10 ans pour en arriver là. À la base, il n'avait rien, il n'avait pas de business, il n'avait pas de financement de qui que ce soit. Et il a créé son business de toutes pièces à la mano. Et j'ai énormément de respect pour ce gars-là. Les leçons que je vais vous présenter, elles sont spécifiques à son mindset, à son état d'esprit de millionnaire, parce qu'il a une façon de penser qui est très différente de la plupart des gens. Il est passionnant. Ces leçons, elles m'ont marqué car elles viennent de ce gars que j'admire. Donc on commence par la leçon numéro un, c'est de tout remettre en question en permanence. Et ce que ce multimillionnaire m'a dit, c'est que les entrepreneurs qui ont le plus de succès remettent tout en question. De l'éducation de ses enfants, au lifestyle, aux pratiques business, il a absolument tout remis en question. Tout ce qui existe doit être remis en cause en se posant les bonnes questions ou en lisant des bouquins. Puis une fois que vous avez une vision d'ensemble de la réalité, on peut se créer une nouvelle réalité sur ce sujet. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il lit une biographie de Laszlo Polgar. C'est un homme qui croyait dur comme fer que l'apprentissage et les compétences, c'était quelque chose qu'on pouvait développer. Et donc, il a formé ses 3 filles à devenir des championnes du monde d'échecs. Et cet ami qui est multimillionnaire, il est en train de lire justement la biographie de Laszlo Polgar parce que c'est quelque chose qu'il voudrait implémenter dans l'éducation de ses enfants. Bien sûr, il ne va pas faire de ses enfants des génies des échecs, mais il voudrait potentiellement pouvoir leur apprendre des compétences profondes, que ce soit quelque chose qui soit très différent du système éducatif français et qui puisse vraiment pousser ses enfants à développer une passion de manière très intense et qui deviennent potentiellement des champions dans ce domaine. Ça, c'est juste un exemple d'une remise en question qu'il a faite dans sa vie. Par exemple, c'est son lifestyle. Il habite en Thaïlande, c'est pas quelque chose de très commun. Il a décidé de se forger son propre lifestyle et d'habiter là où il a envie de vivre et ne pas forcément être contraint de faire comme tout le monde. Et il y a un principe qui s'appelle le principe de convergence et de divergence que je voudrais utiliser, qui me semble très pertinent pour illustrer les propos de cet ami. Imaginez comme un entonnoir. Au début, la partie la plus large, ça correspond à vos croyances et à vos connaissances actuelles, c'est le point de départ, c'est votre base. Mais pour évoluer, vous allez devoir passer par une phase de divergence. C'est comme si vous versiez une grande quantité d'informations et d'expériences de cet entonnoir pour essayer d'élargir et d'ouvrir toutes les possibilités au-delà même de ce qui vous semblait correct ou même les choses qui vous semblaient possibles. Et vous allez enrichir votre vision et vous allez vous challenger mentalement. Vous faites rentrer plein d'informations, vous allez lire des livres, vous allez vous former, vous allez suivre des formations en ligne, vous allez discuter, vous allez demander des conseils à des gens. C'est le moment où vous faites rentrer un maximum d'informations, même des choses que vous n'aviez pas l'habitude d'entendre auparavant, pour pouvoir déconstruire un peu les croyances qu'on aurait pu avoir avant, par exemple, sur l'éducation. Puis vous avez la phase de convergence. Vous passez au filtre tous ces éléments dans un entonnoir, donc dans un entonnoir inversé cette fois, pour ne retenir que l'essentiel. Vous faites le tri dans tout ce que vous avez découvert et en sortie, vous allez construire une nouvelle réalité personnelle, un nouveau système de croyances à partir de tous ces ingrédients. C'est le principe même de la pensée. On part d'une multitude de choses, une multitude de données pour en extraire du sens de la connaissance. C'est dans la phase de convergence que vous allez donc récupérer toutes ces idées, les englober et arriver sur quelque chose de très très fin et ça sera votre nouvelle pensée, votre nouvelle croyance, votre nouvelle manière de penser.
Mais imaginez qu'on retire une des deux phases. Par exemple, si on retire la phase de divergence, l'entonnoir, à la base, il serait presque vide, il y aurait très peu d'ingrédients. C'est quand on est fermé, quand on n'a pas de pensée nouvelle, quand on reste bloqué avec ses stéréotypes ou avec sa vieille manière de penser. Le haut de l'entonnoir, il est presque vide, il y a très très peu d'ingrédients. Et donc, on est bloqué avec des vieilles croyances. Maintenant, si on retire la phase de convergence, c'est-à-dire le moment où ça se rétrécit, et bien là, ça veut dire qu'on fait rentrer plein d'informations, on lit plein de choses, on apprend plein de choses. Mais au bout d'un moment, si on ne fait rien sortir au bout, l'entonnoir, il va déborder et il n'y a plus rien de cohérent. C'est quelqu'un qui a plein d'idées sans les organiser et qui papillonne sans jamais se poser. Donc la phase de divergence, c'est là où vous allez récupérer la matière première pour vous développer. Et la phase de convergence, ça va être là où on va donner de la structure, de la cohérence à toutes ces informations et on va faire le tri pour sélectionner le meilleur du meilleur. Mais alors pourquoi tout le monde fait la même chose? Pourquoi la majorité a-t-elle souvent tort? La majorité des gens se laissent guider par des biais cognitifs plutôt que par des faits. Par exemple, avec le biais de confirmation, on a tendance à accorder plus de poids aux informations qui vont confirmer nos croyances et celles du groupe. Donc, par exemple, une erreur qu'on pourrait faire, c'est de lire des livres sur des sujets qu'on connaît déjà, on est déjà sûr à 100% que c'est déjà le cas, et on va juste encore plus marteler et enfoncer les idées qu'on a déjà, nos croyances qu'on a déjà. Une autre raison que la majorité a souvent tort, c'est par exemple avec le FOMO, c'est ce qu'on appelle aussi la peur de manquer, fear of missing out. Et pour donner un exemple, il y a plein d'investisseurs qui se sont jetés sur la crypto fin 2017 sans vraiment comprendre les bases parce que c'était quelque chose qui était en train d'exploser. Mais finalement, la bulle spéculative a explosé et tous ces investisseurs ont perdu énormément d'argent. Mais tout ça, c'était parce qu'ils avaient peur de louper le train en marche à cause de tout ce mouvement sur la crypto. Et c'est contre-intuitif parce qu'on est tous câblés pour suivre le groupe et pour éviter de prendre des risques. D'ailleurs, c'est normal parce que depuis la nuit des temps, ça fait faire partie d'un groupe, c'est essentiel pour survivre. Et c'est ce qu'on appelle la pression sociale. On a toujours peur d'être rejeté d'un groupe, parce qu'à l'époque de la préhistoire, si on était rejeté d'un groupe, on était rejeté de la tribu, et on allait devoir se débrouiller tout seul dans la nature. Et dans ce cas-là, on risquait de mourir, de se faire attaquer par un animal, et voilà, c'était fini, c'était très rapide. Aujourd'hui encore, aller à l'encontre du groupe, ça fait peur, et on a peur de se faire exclure, on a peur de se faire rejeter, et ça date depuis la nuit des temps de cette histoire de pression sociale. D'ailleurs, on peut voir souvent que les grands entrepreneurs, ils agissent à contre-courant. Si vous prenez Elon Musk, il va défier le statu quo. Donc, par exemple, vous prenez Tesla avec les voitures électriques. Personne n'a cru un jour que les voitures électriques deviendraient le type de modèle de voiture de base que l'on verrait partout. Mais lui, il avait cette grande vision, cette grande mission. Et il a dit, OK, je m'en bats les couilles de ce que tout le monde pense. Moi, j'ai ma vision. Je pense que ça va arriver. Et il a tout fait pour réaliser cette mission. Un autre exemple, évidemment, c'est avec SpaceX. Il a voulu créer des fusées réutilisables. À l'époque, c'était complètement impensable. La NASA, jamais elle avait eu l'idée ou l'envie de créer des fusées réutilisables. Les fusées, c'était jetable et ils dépensaient des centaines de millions et même des milliards de dollars à créer des fusées qui étaient jetables. Mais Elon Musk, avec SpaceX, il a réussi à designer des fusées pour qu'elles puissent non seulement être réutilisables, mais qu'elles soient aussi 100 fois moins chères à la construction que les fusées que la NASA fabriquait. Ce qui fait qu'ils ont économisé des millions et des millions de dollars sur des éléments qui étaient secondaires. Elon Musk a aussi une pensée très à contre-courant, donc en voulant créer Neuralink. Donc c'est une société qui veut connecter les cerveaux humains avec des machines. Il veut connecter votre cerveau, implanter une puce dans votre crâne pour ensuite le connecter avec des ordinateurs. Effectivement, ça semble assez futuriste comme vision du monde, mais on voit bien qu'à chaque fois, il défie le statu quo et à chaque fois, il arrive à fournir des preuves que ça fonctionne, en tout cas la plupart du temps. Et c'est sa capacité à remettre en question l'impossible qui lui a permis de transformer des industries entières. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie qu'il faut ne rien accepter de ce qui est donné pour acquis. Et c'est pas parce que la majorité des gens disent une chose qu'elle est vraie. En général, c'est d'ailleurs le contraire. Comme on a pu le voir, par exemple, Warren Buffett, quand tout le monde investit dans une action, c'est le moment où Warren Buffett va vendre ses actions parce qu'il sait qu'elle va bien se vendre, parce que la plupart des gens vont vouloir l'acheter, mais aussi parce que lui, il a identifié que c'était un mauvais signe. Si tout le monde fait quelque chose, c'est qu'à un moment, ça va se péter la gueule et donc il vaut mieux qu'il vende ses actions. Et dans l'autre sens, quand tout le monde vend ses actions, lui, il va racheter les actions de tout le monde, donc elles coûtent que dalle. Donc il faut faire l'inverse de ce que les gens font. Par exemple, moi, j'ai mené des petites expériences. Bien sûr, je vous partage tous ces conseils dans cet épisode, mais moi aussi, je suis encore en train d'appliquer certaines de ces conseils dans ma vie. Je suis pas du tout là pour donner des leçons. Au contraire, je suis en train de les apprendre avec vous. Vous avez toute votre vie pour les apprendre, les appliquer. Et donc moi, par exemple, cette leçon, j'ai essayé de l'appliquer dans ma vie.
et de faire l'inverse de ce que les gens font. Donc pendant une période, j'avais décidé de me lever à 4 heures du matin tous les jours et de dormir beaucoup plus tôt pendant la journée et d'inverser mon cycle. Je me suis dit, si la plupart des gens font ça, pourquoi est-ce que je ferais pas l'inverse de ce que les gens font? Peut-être que ça va changer quelque chose. Et effectivement, pour moi, c'était très bénéfique parce que j'avais beaucoup plus d'énergie. Il y avait personne qui venait m'embêter à 4 heures du matin, donc j'avais un focus incroyable. Et après, je l'ai pas conservé sur la durée parce que je me suis rendu compte que ça me satisfaisait pas au niveau de mes relations personnelles avec ma copine. Mais en tout cas, ce sont des bonnes expériences à tester. Par exemple, une autre manière de faire l'inverse de ce que les gens font, c'est que la plupart des gens pensent qu'il faut absolument acheter un logement, acheter une maison et que c'est la meilleure manière d'économiser de l'argent parce que la croyance générale, c'est que perdre de l'argent tous les mois à payer un loyer, c'est complètement stupide et que ça sert à rien de gâcher son argent dans un loyer alors qu'on peut s'acheter une maison et avoir un bien qui nous appartient. Sauf que il y a des scientifiques, des chercheurs, des mathématiciens qui ont fait des calculs et ça a été prouvé que c'est complètement faux. Acheter une maison à notre époque, c'est de la folie. On perd beaucoup plus d'argent car les taux d'intérêt sont tellement élevés qu'il va falloir plus de 50 ans avant que votre maison devienne rentable. Et au final, les frais que vous avez en payant votre loyer sont bien moins élevés que les frais que vous avez avec vos taux d'intérêt. Donc effectivement, ça c'est une croyance qui va à contre-courant. Il y a plein de gens qui vont être ultra vénères et qui risquent de poster dans les commentaires je suis pas d'accord avec toi, etc. Ça a été prouvé par A plus B qu'acheter une maison, c'est pas un investissement rentable. Et quand des millionnaires ou des multimillionnaires achètent des maisons, c'est parce qu'ils veulent se faire kiffer, c'est un luxe, c'est quelque chose qu'on veut acheter. C'est comme quand on achète une voiture, on sait que on se fait kiffer, on se fait plaisir, mais effectivement, on a le droit de se faire kiffer, on a le droit de prendre la décision d'acheter une maison, de prendre la décision d'acheter une voiture si c'est quelque chose qui nous fait plaisir au fond. D'ailleurs, s'il y a bien une personne que je connaisse qui est absolument excellente pour tout remettre en question en permanence, c'est mon père. Et c'est une force qu'il a parce que il est professeur de philosophie et il a toujours eu tendance à remettre absolument tout en question. Par exemple, quand je lui apportais des faits ou des choses que je lui disais, il me disait: «Est-ce que tu as vérifié que c'était vrai? Et si c'était pas le contraire? Et si c'était pas l'opposé de ce que tu pensais?» Et moi, quand j'étais plus jeune, ça m'énervait. Je disais: «Mais non, mais je sais que c'est vrai, je l'ai écouté à la radio ou je l'ai entendu à la télé ou je l'ai lu dans un livre». Mais pour lui ça voulait pas dire que c'était une vérité. Il faut justement prendre différents éléments, se faire ses propres croyances et cetera. Mais je l'admire beaucoup pour ça. La deuxième leçon que j'ai tirée de ce multimillionnaire, c'est d'adopter un growth mindset, c'est-à-dire la capacité d'apprendre en permanence. Pour faire une petite métaphore, que l'esprit, c'est comme un jardin. Vos compétences et vos connaissances actuelles sont comme des plantes que vous faites pousser dans votre esprit. Et quelqu'un qui a un mindset fixe, il va penser qu'il ne peut pas changer ce qui pousse dans sa tête. Il va penser qu'on fait avec ce qu'on a. Donc si on a des orties ou si on a des ronces, si la plante est mauvaise, c'est foutu, on va pouvoir rien faire, on va devoir l'accepter. Et malheureusement, on aura un jardin de merde, c'est la vie. Ça, c'est quelqu'un qui a un mindset fixe. Quelqu'un qui a un growth mindset, il va se dire qu'il a un jardin mental et que c'est un lieu à cultiver. Que chaque plante peut grandir si on lui donne les bons soins. Par exemple, si vous donnez de l'engraine, par exemple des nouveaux apprentissages, vous apprenez de nouvelles choses. Si vous lui donnez de l'eau, de la pratique, si vous travaillez dur. Si vous lui donnez de la lumière, si vous avez des défis tous les jours qui vous challenge. Donc les personnes qui ont un growth mindset pensent que c'est possible de prendre soin de son jardin. Il faut retirer les mauvaises herbes. Donc imaginez que les mauvaises herbes, ce sont un peu comme les croyances limitantes que vous avez dans votre esprit. Ou ça peut être aussi toutes les distractions qu'on a autour de nous. Ça peut être par exemple toutes ces petites tâches, aller sur TikTok, sur YouTube, sur LinkedIn, sur X, Y, Z, faire de la pub, etc. Ça, c'est plein de plantes. Et le problème, quand on a des mauvaises herbes qui poussent dans notre esprit comme ça, elles commencent à grandir, à grandir, à grandir et à prendre de la place. Et elles commencent à faire de l'ombre à la plante principale et à lui bouffer son énergie. Si la plante principale, c'est votre business, eh bien, c'est mauvais. Et donc, du coup, il faut retirer ces mauvaises herbes, retirer ces croyances limitantes et toutes ces distractions pour pouvoir prendre soin de votre jardin. Une autre manière de prendre soin de son jardin, ça va être de planter de nouvelles graines et d'apprendre de nouvelles choses. Et donc, c'est ça le growth mindset, c'est notre capacité à apprendre à se renouveler sans arrêt. Donc, un growth mindset, c'est quand on croit qu'on peut développer des capacités, des qualités en faisant des efforts avec des stratégies ou avec l'aide des autres, donc en s'entourant de personnes autour de soi. Et ce multimillionnaire, il m'a dit qu'il adorait quand il avait tort ou quand il connaissait pas quelque chose car ça lui permettait d'apprendre. Effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Quelqu'un qui adore qu'on le contredise, quelqu'un qui adore avoir tort. Mais lui, il est passionné par ça, il m'a dit « Moi, si on peut me pointer du doigt une erreur que j'ai faite et que je peux m'améliorer là-dessus, mais pour moi, c'est le meilleur moment de ma journée. »
Pour illustrer ça, il m'a parlé aussi d'une obsession qu'il avait, une passion débordante qu'il avait pour un sujet qui est encore une fois assez étrange. Pour aller plus loin, il m'a dit qu'il adorait regarder des pubs sur YouTube. Quand il y a certaines personnes qui vont péter un câble quand il y a une pub, lui, ça va être son moment préféré. Ce qu'il trouve absolument génial, c'est de pouvoir apprendre. Il m'a dit que jamais il paierait pour YouTube Premium parce que chaque publicité, pour lui, c'est une opportunité d'apprendre. Et il va analyser l'accroche, il va analyser les images, il va analyser le script, il va analyser l'appel à l'action, tous ces petits éléments, parce que si des gens vont payer pour une publicité, ça veut dire qu'ils gagnent de l'argent. Parce que s'ils ne gagnaient pas d'argent, ils arrêteraient de payer pour cette publicité-là. Donc si quelqu'un va investir de l'argent dans une publicité et que vous la voyez devant vos yeux, il y a des leçons très intéressantes à tirer de cette publicité, parce que des gens ont dépensé de l'argent dans cette publicité-là. Donc au lieu de passer les publicités, ce qu'on pourrait apprendre à faire comme cet entrepreneur-là, c'est de passer plus de temps, apprécier les publicités au lieu de les skipper le plus rapidement possible et de payer des abonnements pour des choses qui nous empêchent d'apprendre. Une autre chose qu'il adore faire, c'est de passer des heures et des heures à regarder des banques de publicité sur Facebook, alors que la plupart des gens trouveraient ça chiant à mourir, mais lui, c'est une passion qu'il a, et ça lui apporte énormément pour son business. Trop bon. La camomille, elle est excellente. Quand on a des difficultés, quand on est entrepreneur, il faut absolument se remettre en question. Ça permet de voir des difficultés comme des opportunités pour apprendre, et ça arrive tous les jours. Tous les jours ou au moins toutes les semaines, on rencontre des blocages, et c'est à travers ces blocages qu'on va apprendre. Mais quelqu'un qui n'a pas un growth mindset, il va remettre la faute sur quelqu'un d'autre, ou il va dire que c'est pas de sa faute, ou il va s'énerver, ou il va abandonner. Et c'est difficile d'avoir cet état d'esprit-là parce que on a peur de l'échec, on a peur de se faire juger par les autres. Et d'ailleurs, on a tous une part en nous de growth mindset et une part de fixed mindset. On n'est jamais 100% fixe ou 100% growth. C'est comme si on avait un curseur qui va pouvoir se déplacer d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, j'ai moi-même remarqué que j'avais pas un growth mindset 100% du temps, bien sûr, et que parfois j'avais un fixed mindset. Pour prendre un exemple très concret, l'autre jour, j'ai reçu une remarque qui était assez désagréable d'un collaborateur avec lequel je travaille. Donc sur le moment, il m'a dit que le lead magnet que j'avais créé, un lead magnet, c'est un cadeau, c'est une vidéo, une formation gratuite que j'étais en train de créer. Elle était de mauvaise qualité et il m'a dit presque que quasiment tout était à jeter. Sur le moment, je vous avoue que j'étais très frustré. Je me sentais comme une merde et j'avais envie de l'envoyer chier tout simplement. Je me suis dit: «Mais non, mais ça va quoi, tranquille. J'ai travaillé dessus pendant 10 jours, ça va quoi». Typiquement, l'état d'esprit que j'ai eu, c'est d'avoir un mindset fixe. Donc c'était pas réfléchi, mais je me suis senti agressé et je me suis pas remis en cause. Mais bien sûr, je lui ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le temps passer. J'ai bien fait, donc je me suis donné 24 heures pour lui répondre. Et donc, au bout de 24 heures, je lui ai demandé si on pouvait s'appeler au téléphone pour que je lui pose des questions. Et au lieu de lui rentrer dedans, d'être agressif ou quoi que ce soit, eh bien, je lui ai demandé, bah voilà, qu'est-ce que tu penses qui est à améliorer? Qu'est-ce que tu penses qui est bon? Qu'est-ce que tu penses qui est moins bon? Il m'a fait ses retours de manière très détaillée. Et finalement, je lui ai dit: «Bah, voilà, je pense que tu as raison. Effectivement, je pense que j'aurais pu faire mieux. Il y a certains éléments qui auraient pu être mieux écrits. J'aurais pu, par exemple, aller plus en profondeur. J'aurais pu faire plus de recherches. J'aurais pu rajouter tel élément». Et en adoptant ce growth mindset, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas irréprochable, que j'avais fait des fautes. Et grâce à ces retours et grâce à ces feedbacks, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais énormément de choses à améliorer, que je suis pas infaillible, je suis pas parfait, j'ai encore plein de choses à apprendre. En acceptant les feedbacks de cette personne-là et en acceptant de dire comment j'ai été imparfait et que j'ai pas été très bon dans cette tâche de, créer ce lead magnet-là ce jour-là, de pouvoir m'améliorer sur du long terme parce que je vais pouvoir prendre ces conseils, les appliquer dans plein d'autres domaines de ma vie et faire mieux la prochaine fois que je rencontre un problème et faire mieux la prochaine fois que je crée un lead magnet et ajouter plus de profondeur dans mes contenus. Si vous avez un growth mindset, la plupart du temps, vous pouvez en avoir un encore plus. Si vous avez un fixed mindset, essayez en tout cas de vous tirer vers le haut, d'aller vers le growth mindset et de chercher toujours à apprendre et d'accepter les remarques des autres. Rapidement, je vais vous donner 5 exemples de growth mindset que vous pourriez adopter versus 5 exemples de mindset fixe à éviter. Et ensuite, je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir l'appliquer dans votre quotidien. Donc, pour résumer très rapidement, le fixed mindset, c'est quand on pense que notre intelligence, elle est statique, qu'elle ne peut pas évoluer, alors que de l'autre côté, on pense que le growth mindset, c'est que l'intelligence, elle peut être développée. Ceux qui ont un fixed mindset, ils vont avoir le désir de vouloir avoir l'air intelligent, alors que ceux qui ont growth mindset, ils vont avoir le désir d'apprendre. Quitte à passer pour un con, c'est pas grave, l'important, c'est d'apprendre.
Ceux qui ont un fixed mindset, ils vont vouloir absolument éviter tous les challenges. Dès qu'ils en rencontrent un, bye bye. Alors que ceux qui ont un growth mindset, ils vont embrasser les challenges, ils vont se dire que c'est une part, la manière d'évoluer. Ceux qui ont un fixed mindset, ils vont abandonner devant les obstacles dès qu'ils en rencontrent un facilement. Alors que ceux qui ont un growth mindset, ils vont persister et ils vont affronter les obstacles en face et ils vont les dégommer. En tout cas, ils vont faire de leur mieux pour essayer d'aller au bout des choses. Ceux qui ont un fixed mindset, ils vont voir l'effort comme quelque chose d'inutile, que ce soit à la salle de sport ou dans votre business. Alors que ceux qui ont un growth mindset, ils vont voir l'effort comme le chemin à suivre pour pouvoir devenir un maître dans votre domaine. Ceux qui ont un fixed mindset, ils vont voir les critiques comme quelque chose d'inutile à éviter absolument. Ils vont les ignorer, les critiques négatives. Alors que ceux qui ont un growth mindset, ils vont se dire, mais comment est-ce que je peux apprendre? Comment je peux tirer des leçons de cette critique? Ceux qui ont un fixed mindset, ils vont être envieux des autres sur leur succès et ils vont juger les autres. Alors que ceux qui ont un growth mindset, ils vont se dire, OK, cette personne-là, elle est très inspirante, elle est passionnante. Quelles sont les leçons que je pourrais tirer du succès de cette personne? Le résultat de quand on a un fixed mindset, c'est qu'en général, ces gens-là, ils vont rester sur le plateau très rapidement et ils vont pas accomplir leur plein potentiel versus ceux qui ont un growth mindset, ils vont pouvoir aller très, très loin et ils vont pouvoir continuer d'évoluer et de progresser. Comment appliquer ces conseils dans votre quotidien? L'idée, c'est de voir le growth mindset comme un muscle à travailler au quotidien. Ça va se faire en lisant des livres, en demandant des conseils à des gens, en se formant avec des formations en ligne, en suivant des masterclass, en rejoignant des masterminds, c'est-à-dire des groupes avec des entrepreneurs pour demander du feedback, en apprenant. Bref, il y a plein de manières de le faire, mais l'idée, c'est de toujours se challenger et de toujours apprendre de nouvelles choses. La troisième leçon que j'ai tirée de cet entrepreneur, c'est de ne pas copier les autres sans réfléchir. Et ce que ce multimillionnaire m'a dit, c'est que la plupart des débutants, ils essayent de copier les autres sans réfléchir. C'est très bien pour débuter, mais ça fonctionne pas comme ça malheureusement. Par exemple, on pourrait essayer de copier une page de vente de marketing et d'essayer de l'appliquer au domaine de la photographie. Le problème, c'est que ça va pas être les mêmes arguments. Donc, même si on récupère la plupart des mots et qu'on modélise au maximum et au mieux cette page de vente, à la fin, les résultats seront très différents parce que ce ne sera pas les mêmes objections, ce ne sera pas les mêmes éléments à récupérer et ça ne fonctionnera pas sur du long terme. Quand lui, il a commencé son business, il a commencé en copiant les autres. Il m'a dit que c'était très très bien pour débuter. Mais une fois lancé, plus on avance, moins il faut copier les autres. Et il faut bien saisir la nuance entre s'inspirer et copier. Parce que on peut très, très bien s'inspirer de quelqu'un, on peut très, très bien récupérer des éléments dans une autre industrie, chez quelqu'un, si ça semble pertinent. Mais copier-coller quelque chose bêtement, sans réfléchir à est-ce que ça s'adapte bien dans mon domaine, eh bien là, c'est problématique. Au fil de la conversation avec lui, il m'a donné, entre guillemets, la solution pour ne pas copier bêtement les autres sans réfléchir. Et il m'a dit ceci, que les entrepreneurs qui ont le plus de succès, ils vont se concentrer sur le signal et ils vont éliminer le bruit. Mais qu'est-ce que ça veut bien dire? Ça veut dire identifier le 80 qui fait le succès d'une personne et le reproduire en l'adaptant à votre topic. Si, si on prend Russell Brunson, par exemple, c'est un entrepreneur américain qui a énormément de succès, qui a créé ClickFunnels, etc. Si on se contente de copier sans réfléchir, on va se dire, OK, il a un podcast, il faut que je fasse un podcast. Il a une chaîne YouTube, il faut que je fasse une chaîne YouTube. Il a un Twitter, il faut que je fasse un Twitter. Il a créé un logiciel, il faut que je crée un logiciel. Il a des funnels, il faut que j'ai des funnels. Il a un t-shirt jaune, il faut que j'ai un t-shirt jaune. Il a une paire de chaussures Adidas, il faut que j'ai la même paire de chaussures. Bref, on se rend bien compte que c'est pas en copiant chaque élément de cette personne-là qu'on va réussir à obtenir le même succès que cette personne-là. Il faut identifier les 80 qui ont fait le succès de toute cette personne et de le reproduire. Donc ça veut dire que Russell Brunson, c'est pas le podcast plus le machin plus le truc qui font qu'il a réussi. D'abord, il a commencé par un élément et c'est cet élément qui a fait son succès global. Et surtout, la nuance entre s'inspirer et dupliquer, c'est que s'inspirer, c'est quand on va adapter les principes à son propre contexte et dupliquer, c'est quand on va appliquer aveuglément une recette. Par exemple, Red Hastings, c'est le fondateur de Netflix. Il s'est inspiré de l'abonnement de son club de gym pour créer le modèle d'abonnement de Netflix. Il n'a pas dupliqué le modèle à l'identique, mais il a transposé l'idée dans son industrie. Et c'est une leçon très cruciale parce que si vous faites ce que tout le monde fait, vous obtenez ce que tout le monde obtient, c'est-à-dire un business moyen. Alors que si vous faites ce que la minorité des gens font, vous obtiendrez ce que la minorité des gens obtiendront. Et c'est une leçon que je suis encore en train d'apprendre parce que
Moi-même, au début, quand j'ai commencé, j'ai essayé de tout copier chez quelqu'un et au fil du temps, j'ai essayé d'identifier ces éléments-là, mais je trouve aujourd'hui que c'est pas évident d'identifier ce qui fait la réussite d'une personne. J'y arrive plutôt bien quand c'est un entrepreneur que je suis depuis longtemps, que j'apprécie, que je connais son compte. À partir de ce moment-là, effectivement, je peux identifier les éléments qui font la réussite de cette personne. En tout cas, je me débrouille pas trop mal pour le faire. Mais je trouve que c'est très difficile de le faire quand c'est un entrepreneur qu'on ne connaît pas du tout ou qu'on ne connaît pas beaucoup. Ce que vous pouvez faire pour ne pas copier bêtement les autres, c'est de développer son esprit critique. Et donc, qu'est-ce que j'entends par développer son esprit critique? C'est-à-dire que plus on a de connaissances dans un domaine, plus on va pouvoir développer son esprit critique. Et ça veut dire apprendre, lire, se former, etc. Et une autre chose que j'aime bien faire pour développer mon esprit critique, c'est de me poser tous les 3 mois et de faire un bilan trimestriel et de me poser et de réfléchir de manière introspective sur là où j'en suis, puis et dans quelle direction est-ce que je vais emmener mon business pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir continuer de le développer. Je fais également ça chaque semaine, je prends un temps pour avoir un moment introspectif et j'essaye de me percevoir à troisième personne comme si je sortais de mon corps et c'est comme si je pouvais poser la question à un panel d'experts qui sont autour de moi et leur demander des conseils. Au lieu de me dire, moi, qu'est-ce que je ressens au fond de moi qui me dit que c'est une bonne idée, des fois, je sors de mon corps, je me mets à la troisième personne, comme si j'étais dans un jeu vidéo et que j'étais dans GTA et que je pouvais me voir de derrière. Et je me pose des questions pour essayer de remettre en cause les choses que j'ai dans ma tête. La quatrième leçon que j'ai tirée de cet entrepreneur, c'est de faire le tri dans son entourage. Il m'a dit que plus le temps passait, moins il se sentait connecté à ses parents, à ses amis et surtout à ses amis d'enfance, car il voit le monde différemment que eux maintenant. Il a perdu le contact avec son meilleur ami qui est entrepreneur lui aussi, mais il reste en France et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il trimait comme un malade. D'ailleurs, je dis exactement ce qu'il m'a dit. Il n'a pas de vie, il se bat pour seulement 10 000 € par mois, c'est que dalle. Alors, je comprends ce qu'il veut dire, c'est que l'objectif pour lui, c'est bien de gagner de l'argent, mais c'est important pour lui aussi de garder son confort de vie. Effectivement, 10 000 €, la plupart des gens pourraient vivre très aisément avec cette somme-là. Mais pour le prix que son ancien meilleur ami est en train de payer, c'est beaucoup trop parce qu'il passe sa vie, matin, midi et soir, 7 jours sur 7, à charbonner comme un malade. Il a plus de vie, il a complètement flingué sa vie, il passe aucun moment avec ses enfants et sa famille. Pour lui, c'est abusé de devoir en arriver là. On peut très bien avoir du succès sans flinguer sa vie. Bien, il a décidé de prendre ses distances et de passer moins de temps avec cet ami-là. D'ailleurs, il fait souvent le tri dans ses amis et son entourage pour s'entourer des gens qui ont le même mindset que lui. Et pour faire une métaphore sur ce sujet-là, vous connaissez peut-être ce que c'est qu'un vase communicant. On dit que des vases sont communicants quand leur base communique et qui, quelle que soit leur forme, que ce soit un vase carré, un vase rectangulaire, un vase en forme de boule, eh bien ils vont se remplir à la même hauteur lorsque vous versez un liquide dans un ou dans l'autre. Imaginez que vous et les personnes de votre entourage, vous êtes comme des vases reliés entre eux. Le niveau de l'eau dans chaque vase, il va représenter le niveau d'énergie et la motivation. Et si vous êtes connecté avec des personnes négatives, le niveau de l'eau, il va descendre et il va vous tirer vers le bas. Et même si vous rajoutez de l'eau, vous rajoutez de l'énergie, vous rajoutez de la motivation, la personne, elle va drainer toute cette eau, l'eau, elle va s'évaporer et à la fin, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus d'énergie. Et c'est le concept des vases communicants, c'est que de toute façon, les niveaux d'eau seront exactement les mêmes dans les différents vases. Maintenant, imaginez que vous vous connectez avec des personnes positives. Le niveau de l'eau, il va augmenter, il y aura de plus en plus d'énergie, ça va vous tirer vers le haut et ça va vous attirer que des bonnes choses. Et si vous faites le tri dans votre entourage, c'est un peu comme choisir avec quel vase vous souhaitez être connecté. Vous avez peut-être été aligné avec quelqu'un pendant des années, mais au fil du temps, vous sentez que votre manière de penser diverge, que vous êtes de moins en moins aligné. C'est peut-être le moment de remettre en question cette relation et de vous demander est-ce que ça sert à quelque chose que nos vases soient connectés ensemble si cette personne-là me draine toute mon énergie et me prend tout ce que j'ai. D'ailleurs, plusieurs fois dans ma vie, j'ai fait le tri dans mes meilleurs amis. C'est arrivé 2 fois actuellement que je coupe les ponts avec des personnes que je voyais régulièrement parce que quand on avait 18 ans, on se mettait des cuites, on fumait des joints, on s'autodétruisait concrètement. Mais au bout d'un moment, j'ai grandi et j'ai vu que cette personne, elle stagnait et j'avais préféré couper les ponts avec elle parce que je sentais qu'on n'était plus alignés. Moi, j'essayais de la tirer vers le haut, mais à la fin, moi, elle me tirait vers le bas parce que, comme on a dit avec les vases communicants, les 2 vases s'équilibrent et donc si on veut pouvoir continuer nous-mêmes d'augmenter et d'aller, vers le haut, à un moment, vous êtes obligé de couper les connexions avec vos vases communicants. Une phrase aussi qui m'a marqué, c'est «Monkey see, monkey do». Donc le singe qui voit et le singe qui fait
Et quand on voit quelque chose, on croit et on sait que c'est possible. Et donc, si vous vous immergez dans un environnement qui est propice à l'apprentissage, au networking, par exemple, si vous participez à des conférences, si vous avez un business coach ou si vous allez rejoindre un mastermind, tous ces éléments-là, ça va faire que vous allez être dans un environnement qui va vous tirer vers le haut. En discutant avec cet entrepreneur, ça m'a permis de prendre conscience que plus le temps passe, moins je me sens compris par mes amis et ma famille. Bah, ça me fait mal au cœur, ça me rend triste, mais c'est vrai, plus le temps passe, plus je suis différent et c'est moi le fautif en soi, c'est moi qui décide d'être différent. Mais j'ai changé énormément dans ma tête ces 5 dernières années et plus le temps passe, plus il faut que je m'adapte et que je trouve des gens qui sont un peu étranges et entrepreneurs et bizarres comme moi et c'est un challenge au quotidien, mais c'est, comme ça que j'ai décidé de vivre ma vie. Et j'ai remarqué ça chez beaucoup d'entrepreneurs à succès, au final, qu'ils sont obligés de couper les ponts avec, soit leur famille, soit leurs amis, soit avec les anciennes relations qu'ils avaient auparavant pour pouvoir continuer d'évoluer. Donc réfléchissez bien à vos relations les plus proches et demandez-vous si ces personnes vous tirent vers le haut ou est-ce que ces personnes vous tirent vers le bas? Ou est-ce qu'elles vous font stagner aussi? C'est possible que, vous n'évoluez pas plus, elles vous tirent pas vers le haut, elles vous tirent pas vers le bas, mais elles vous font juste rester au même niveau parce que vous êtes la moyenne des personnes avec qui vous passez le plus de temps. Donc la première chose à éliminer, c'est toutes les relations, évidemment, qui vous tirent vers le bas. Bien sûr, vous pourriez me dire que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir choisir son entourage. Effectivement, on n'a pas la chance de pouvoir choisir sa famille. Mais si vous cherchez des communautés d'entrepreneurs en ligne en rejoignant des masterminds, eh bien, c'est ce qui vous permettra de vous extirper éventuellement de ce groupe d'amis. Et c'est ce que j'ai fait quand moi-même j'étais en Bretagne. Et c'est pour ça que je suis parti en Thaïlande à la base, c'était pour pouvoir m'entourer de gens comme moi. Mais si vous n'avez pas la possibilité de partir vivre loin comme ça, vous pouvez également rejoindre un mastermind. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais créé mon premier mastermind, c'était pour pouvoir me connecter avec d'autres entrepreneurs comme moi, même si je suis en France. Et d'ailleurs, j'en organise toujours maintenant que je suis en Thaïlande, parce que je trouve que c'est une des meilleures manières de pouvoir se connecter avec des gens qui sont au même niveau que nous. Le cinquième conseil de ce multimillionnaire, c'est de ne pas écouter les conseils des autres, de croire en soi. Ça peut sembler très bateau, mais vous inquiétez pas, je vais rentrer en détail dans l'explication. Il m'avait dit clairement avec ces mots-là, personne ne sait mieux que toi ce que tu dois faire. Donc la leçon que j'en ai tirée, c'est que je ne dois pas écouter les conseils des autres, que je dois vraiment croire en moi. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit écouter aucun conseil qu'on nous donne? Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont nous donner des conseils intéressants. Et c'est pas vraiment ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne faut pas écouter les conseils sans vérifier par vous-même. Il faut suivre votre intuition. Mais comment on peut suivre notre intuition? Personnellement, pour moi, c'est une grande difficulté de suivre mon intuition parce que justement, je suis toujours à essayer de suivre des systèmes. J'adore quand tout est carré et je suis quelqu'un de très, très structuré. Donc, tout est organisé, il n'y a pas de problème. Par contre, quand il faut suivre mon intuition, j'ai du mal à laisser aller les choses et pour les écouter, donc ce que j'ai commencé à pratiquer maintenant depuis plusieurs années, c'est de pratiquer la méditation, de tenir un journal, peut-être un journal de gratitude, mais je pensais plutôt à un journal dans lequel vous allez noter vos pensées, noter les choses qui vous font vibrer. Et en tenant ce journal, des fois, vous allez avoir des élans d'inspiration, des élans intuitifs qui vont vous dire: «OK, il faut que tu ailles dans cette direction». Un autre qui peut sembler un peu étrange, mais c'est de parfois de marcher dans la nature et de laisser aller ses pensées. Donc, en faisant une sorte de marche méditative, ça permet de laisser aller tout ce qu'on a dans notre tête et de s'ouvrir à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé avant. Donc Jenna Blossom, c'est une entrepreneuse qui partage sur le thème du développement personnel et du spirituel depuis pas mal d'années. C'est aussi une amie à moi et elle utilise une métaphore qui est la métaphore du robinet pour parler du fait de libérer son intuition. Pour reprendre la métaphore de Jenna, elle dit: «Imaginez que votre intuition, c'est comme un robinet intérieur. Quand vous n'avez pas l'habitude d'écouter votre intuition, le robinet, il peut être un peu rouillé. Il est un peu difficile à ouvrir, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Et quand vous l'ouvrez, vous avez tout de suite envie de le refermer parce que peut-être que ce qui va couler tout de suite, ça va pas être une eau transparente et délicieuse, mais ça va être, justement quelque chose de bien rouillé, bien gras, bien, salace et si vous ne savez pas lui faire confiance, si vous ne savez pas faire confiance à votre intuition et vous n'avez pas l'habitude, vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à votre intuition. Si vous devez suivre cette intuition, ça vous fait un petit peu peur parce que vous avez peur de perdre les commandes. Vous vous dites: «OK, si je fais confiance à cette intuition, je suis, dans un monde abstrait, on ne sait pas trop, si on va contrôler cette chose-là» et ce qu'il faut faire, c'est vraiment de lâcher prise et d'ouvrir en grand ce robinet intuitif et de lui faire confiance, de dire: «OK, je vais tester pendant, peut-être 24 heures, peut-être une semaine, peut-être un mois», de faire confiance à ce robinet intuitif, de voir où est-ce qu'il va m'emmener
et peut-être que je vais découvrir des choses que je n'aurais jamais pu envisager auparavant. J'ai toujours ma tendance à chercher la validation et à trop écouter les conseils des autres, justement de pas être très, très bon avec ce côté intuitif du fait que je sois très structuré et très organisé. C'est quelque chose que je cherche à améliorer. Beaucoup de gens vont dire: «C'est excellent, tu as vraiment beaucoup de chance d'être si organisé, si structuré et cetera». C'est bien de pouvoir trouver un équilibre. C'est pas parce qu'on a une compétence très, très forte dans un domaine qu'il ne faut pas chercher à rééquilibrer ses points faibles et ça commence en les identifiant. Donc comment appliquer ce conseil de l'intuition à votre quotidien? Conseil de commencer à faire de la méditation, si vous n'en faites pas. D'ailleurs, il y a un épisode entièrement consacré à la méditation et pourquoi méditer me fait gagner plus d'argent. Donc je vous invite à l'écouter et essayer de faire l'inverse de tout ce que vous avez toujours fait, être moins structuré pendant certaines périodes si vous êtes quelqu'un de très structuré comme moi. Ça vous permettra peut-être de libérer votre intuition. Et bien sûr, remettez toujours en question tous les conseils qu'on vous donne. Ne vous fiez pas directement à ce qu'on vous dit. D'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire, remettez en question ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous vous êtes demandé, est-ce que c'est vrai ce que Tony est en train de me dire? Peut-être que pour vous, c'est complètement faux et c'est OK pour moi. L'important, c'est que vous remettiez en question tout ce qu'on vous dit, ce que vous conseillent vos parents, ce que vous conseillent vos amis, vous devez les remettre en question. Le sixième conseil, c'est de choisir le bon véhicule. Et la première fois que j'ai rencontré ce multimillionnaire, le 19 octobre 2023, je lui ai posé cette question-là. C'est quoi le plus gros changement que tu as fait dans ta vie et qui t'a permis d'atteindre le résultat que tu as atteint aujourd'hui? Et il m'a dit, le facteur déclencheur, c'est le véhicule. Il a quitté son ancien business qui lui avait permis d'atteindre certains paliers, mais il se sentait vraiment attaché à ce business-là. Il l'avait fondé, c'était son petit bébé, c'était son machin. Et il voulait vraiment l'abandonner. Mais comme il l'avait créé avec sa femme, il a décidé de le laisser à sa femme parce que sa femme voulait continuer de garder ce business-là. Et il m'a dit, quitter son premier business, c'est un peu comme quitter sa première copine. On pense que c'est la meilleure jusqu'à ce qu'on en rencontre une autre. Et la leçon à retenir, c'est que en fait, on ne peut pas savoir si un business va être mieux qu'un autre tant qu'on n'a pas de point de comparaison. Et lui, son premier business, il lui permettait de lui rapporter environ 70 000 € par an. Mais quand il l'a quitté, c'était pour pouvoir se lancer à fond sur un autre business. Et c'est ça qui lui a permis de créer un business qui lui permet de gagner plusieurs millions par an. Et s'il n'avait pas pu comparer son business précédent où il fait 70K versus aujourd'hui, il n'aurait pas pu savoir si son business d'avant, il était bien ou pas bien. Mais le problème, c'est que la niche qu'il avait choisie, elle avait un cap. À un moment, il y avait un plafond de verre. Il ne pouvait plus passer au-dessus. Donc, il ne pouvait pas continuer d'avancer. Et surtout, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. C'est quand vous renoncez à quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre. C'est le coût de ne pas avoir choisi la meilleure alternative. Et je lui avais demandé cette question-là parce que je me retrouvais un peu dans la même situation du fait que j'ai créé une école de musique en ligne et j'ai une chaîne YouTube sur laquelle j'enseigne la guitare, je vends des formations pour les guitaristes. De la même manière, je sentais que j'avais atteint un certain plafond de verre que je ne pouvais pas continuer d'avancer. Et je trouvais ça assez frustrant, d'autant plus que je suis passionné de guitare, que c'est quelque chose que je fais depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Donc j'avais beaucoup, beaucoup de mal à quitter mon business. C'était très, très douloureux. Mais il y a une phrase de Thaddeus Deward Long qui dit You can't turn chicken shit into a chicken sandwich. Ça veut dire tu peux pas transformer la merde de poulet en sandwich au poulet. Ça veut simplement dire qu'on peut pas transformer un business en fusée simplement avec de la volonté. Et je comprends que ce soit pas un conseil qui pourrait s'appliquer à tout le monde, mais la question à se poser c'est est-ce que mon business c'est du poulet ou est-ce que c'est de la merde de poulet? Et il faut pas tomber amoureux de son business, il faut se poser la question est-ce que ça en vaut la peine de se donner autant de travail pour travailler sur un truc où on ne sait même pas si ça va fonctionner, si ça va vraiment un jour exploser et aller à la hauteur des ambitions que vous avez. C'était le cas de mon ami. Grâce à ses conseils, ça m'a permis de me remettre énormément en question et donc de laisser beaucoup plus de côté la guitare et de la mettre en background et de me concentrer sur un nouveau business. C'est la métaphore du champ aride versus le champ fertile. Si vous commencez à cultiver des plantes dans un champ aride, vous pourrez mettre les meilleurs engrais, la meilleure eau. Vous pouvez passer tellement de temps à essayer de cultiver ce champ, mais à un moment, vous allez vous épuiser à la tâche et à la fin, le truc le plus beau que vous aurez, ce sera une petite plante comme ça, toute desséchée, même si vous mettez toute votre sueur, toute votre énergie. Maintenant, vous voyez un petit peu plus bas dans la vallée, il y a un très beau champ fertile. La terre est incroyable. Vous avez juste à planter une graine et ça va faire un arbre majestueux. L'idée, c'est de se dire, OK, j'ai pris conscience que là, je me suis mis dans un champ aride. Maintenant, je vais aller dans un champ fertile et je vais aller cultiver à un endroit où il y a beaucoup plus de possibilités, où il y a beaucoup plus, ça va grandir beaucoup plus facilement, où je vais pouvoir faire croître mon champ et faire pousser des arbres à la hauteur de mes ambitions, donc des arbres majestueux et très beaux et très grands. Cette discussion avec cet entrepreneur, c'était comme une révélation, c'était très important pour moi, car j'étais dans la même situation que lui.
Et j'avais tendance à vouloir absolument garder mon école de musique au centre, plus le business sur l'IA, plus mon mastermind. C'est trop classe de dire oui, j'ai 3 business, mais il faut choisir des priorités et on ne peut pas avoir 3 priorités, sinon c'en est plus une. Donc je suis bien conscient que ce conseil ne s'applique pas à tout le monde et la plupart des gens qui débutent devraient plutôt persister plutôt que de se poser ce genre de questions maintenant, mais dans certaines rares situations, il faut savoir trouver le bon moment pour décrocher et passer à autre chose. Le septième et dernier conseil de cet ami multimillionnaire, c'est d'avoir une obsession pour apprendre. Il a une bibliothèque absolument incroyable avec plein de livres. Dans cette bibliothèque, j'étais comme un enfant qui découvre un nouveau jouet. J'étais trop heureux de voir tous ces livres partout. Que des livres de non-fiction et des biographies d'entrepreneurs à succès. Et il a qu'une règle, il lit que des livres qu'on lui a recommandés au moins 2 fois. Soit c'est une personne plus un podcast, soit c'est 2 personnes différentes, soit c'est 2 podcasts différents, mais il faut au moins que la recommandation vienne de 2 sources différentes. Dans quelques instants, dans la section librairie, je vous donnerai un des livres qui m'a recommandé. Mais avant ça, je voudrais vous expliquer pourquoi c'est tellement important. Et en sciences cognitives, il y a un concept qu'on appelle le filtre de l'attention. Et ça permet de sélectionner les infos les plus pertinentes dans un monde qui est absolument saturé d'informations. Vous savez, on a TikTok, YouTube, Instagram, tous ces réseaux sociaux qui nous ruinent le cerveau et qui nous volent notre attention. Et le fait de sélectionner des infos très pertinentes dans des livres de grande qualité, ça permet de se concentrer sur ce qui est le plus utile et qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Le but, c'est pas de lire un maximum de livres et de prendre tout ce qu'on peut trouver, mais plutôt d'avoir une approche qualitative plutôt que quantitative. Il m'a dit qu'il adorait lire sur Kindle autrefois parce qu'il voyageait beaucoup, mais aujourd'hui, il a un endroit fixe. Il préfère lire des livres en papier. Et donc, sur sa bibliothèque, il y a des livres à 20, 30, 40, 50, 100, 200 et même jusqu'à 300 euros. Il y a plusieurs livres qu'il a chez lui, des livres qu'il a achetés à plus de 300 euros parce que c'est des versions limitées. J'ai lu plusieurs des livres qu'il m'a recommandés. C'était des livres excellents qui ont le pouvoir de complètement reprogrammer votre cerveau si vous avez un growth mindset. Et si vous voulez appliquer tous ces conseils dans votre quotidien, je vous invite plutôt à écouter l'épisode de podcast dans lequel je vous explique comment lire 52 livres par an, mon système simple pour y parvenir. C'est un épisode sur les livres qui était juste avant que je vous recommande d'écouter. Maintenant, je voudrais juste ajouter une petite touche de réalisme. C'est pas parce que on va suivre ces 7 conseils qu'on va forcément devenir des multimillionnaires. Effectivement, le succès n'est jamais garanti, mais ça reste des principes qui sont très importants. Et maintenant, j'ai une question pour vous, pour ceux qui êtes restés jusqu'à présent. Quels changements concrets pouvez-vous mettre en place dès aujourd'hui dans votre vie parmi les 7 conseils qu'on a vus dans cette vidéo? Très bien, alors on va passer à la section librairie et je vais vous présenter un des livres qu'il m'a recommandé et je vous en recommanderai d'autres dans les prochains épisodes. Le livre que je vais vous recommander aujourd'hui s'appelle Retention Point, le point de rétention en français. Et c'est le meilleur livre selon lui pour créer une offre à abonnement et garder les membres dans son programme. L'auteur du livre, il explique que beaucoup d'entreprises sont très très bonnes pour attirer des clients dans un système à abonnement, mais ils sont très mauvais pour les garder dans ce genre de produit. Il a aidé des entreprises à augmenter la rétention de leurs produits à abonnement et il a décidé de créer un guide pratique à lire en 1 heure pour aider ses clients. J'ai trouvé que le livre était absolument excellent, je l'ai adoré du début à la fin, il n'y a pas de fioritures, il n'y a que de la maxi-valeur, tout est bon à prendre et il n'y a rien à jeter. En plus, il utilise des frameworks mémorables que j'adore. D'ailleurs, je l'ai recommandé à toute mon équipe et je recommande ce livre à toutes les personnes qui veulent créer un produit à abonnement ou qui ont déjà un produit à abonnement pour passer à l'action. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez pu en tirer un maximum de valeur. Et parfois, lorsque vous consommez beaucoup d'informations et de podcasts, vous loupez des pépites. Mais bonne nouvelle, j'ai créé un document qui rassemble toutes les ressources et les livres de cette émission que vous pouvez télécharger gratuitement. Pour le recevoir, cliquez simplement sur le premier lien dans la description et entrez simplement votre adresse email pour que je vous envoie ça maintenant. Et c'est la fin de cet épisode. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode du podcast Le Tunnel. À la semaine prochaine, c'était Tony. Ciao!